Nous sommes en 2005 quand les Français entendent pour la première fois la voix de Shaim à la radio. Elle est en featuring avec son mentor Camaro et personne ne se doute que cette chanteuse va marquer la pop française des années 2010. En 2 décennies, Shaim a tout vécu. Des gros succès avec des tubes incontournables que tout le monde connaît. Plusieurs polémiques médiatiques. Les clips très sexy, vos prestations en télé très sexy. Quel message vous voulez donner de la femme de 30 ans aujourd'hui quand vous vous mettez en scène comme ça? Des moqueries, puis un déclin progressif. Shaim a souvent divisé la critique et aujourd'hui, avec presque 20 ans de carrière derrière elle, on va analyser pourquoi celle qui devait devenir l'une des plus grosses pop stars françaises n'a pas fait l'unanimité. On est en 2005, Shaim est âgée d'à peine 20 ans et fait ses débuts aux côtés de Camaro qui vient tout juste de la repérer. Aux yeux du grand public, Camaro, c'est le rappeur qui porte des grosses fourrures et qui chante Femme Like You, mais en réalité c'est aussi un excellent businessman qui s'est beaucoup investi dans l'ombre de l'industrie de la musique et qui a produit de nombreux artistes dont Shaim fait partie. En 2005, Camaro souhaite s'occuper de la carrière d'une chanteuse féminine et c'est en tombant par hasard sur des maquettes de Shaim qu'il va la repérer. Son but sera de faire de Shaim la reine du R&B français. Camaro et elle deviennent très amis, ils forment une équipe solide, encore très soudée aujourd'hui, et avec le compositeur Louis Côté, ils forment un trio qui va produire et accompagner tous les projets de Shaim de ses débuts jusqu'en 2019. Et ça c'est important de le souligner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que Camaro n'était présent que sur le début de carrière de Shaim, alors qu'en réalité leur collaboration a duré presque 15 ans. Et je pense que c'est aussi important de mentionner le nom de Louis Côté parce que c'est lui qui a composé tous ses plus gros hits et qui a largement contribué à façonner son succès. Shaim fait partie de cette génération de chanteuses R&B arrivées un petit peu tard sur cette scène, à l'image de Vita ou Zao, mais ce qui la distingue très vite des autres chanteuses, c'est qu'elle sait danser. Camaro va donner à sa carrière une dimension un peu nord-américaine, il veut la positionner comme une artiste R&B performeuse à l'image des grandes chanteuses américaines du moment comme Rihanna ou Ciara, mais Shaim n'a pas du tout ce tempérament naturellement extraverti ou confiant d'une performeuse. Elle est très timide et c'est d'ailleurs cette timidité qui a créé son nom d'artiste. Au début, elle est pas très à l'aise sur ses premières scènes, ce qui est totalement compréhensible parce qu'elle a à peine 20 ans, et elle se retrouve du jour au lendemain diffusée sur des très gros médias. Au début de l'année 2006, elle participe à la version française d'un titre de T.I. qui a été organisé par leur maison de disques commune, Warner, et dans le même temps, elle prépare son tout premier album aux côtés de Louis Côté et de Camaro qui sort à la fin de l'année 2006. L'album mélange des sonorités R&B et pop qui sont très inspirées par les artistes américains, que ça soit dans les looks ou les chorégraphies, mais l'album reste malgré tout très accessible au grand public, même à ceux qui n'écoutent pas forcément de R&B. Et c'est comme ça que le grand public va découvrir Shaim, une jeune chanteuse d'origine martiniquaise assez discrète qui sort son premier single en septembre 2006. Et tous ces singles vont amener l'album à rencontrer un véritable succès commercial. Deux ans plus tard, en début d'année 2008, Shaim travaille sur son deuxième album, Reflet, toujours accompagné de ses deux acolytes, un disque qui s'éloigne doucement du R&B pour aller vers des sonorités plus pop et électro. Mais l'album ne rencontre pas le succès espéré, il se vend à moins de 100 000 exemplaires. Ça va décevoir sa maison de disques qui décide d'interrompre la promotion après seulement quelques semaines. Pourtant, les singles se classent très bien jusqu'à atteindre la 2e place des classements, donc même si la promo a été courte, les 2 premiers extraits ont tout de même marqué les esprits. Et c'est intéressant parce que dans mon imaginaire, j'avais vraiment l'impression que Shaim était une énorme star du R&B dans les années 2000, mais en réalité ses premiers albums n'ont pas eu autant d'impact au niveau des chiffres que je le pensais. Je pense que ce qui a biaisé ma perception, c'est surtout l'exposition médiatique dont elle bénéficiait. Je vais vous dire un petit détail personnel, mais vous allez très vite comprendre où je veux en venir. Ma mère, qui était une femme d'une 40aine d'années à ce moment-là, très grand public dans les musiques qu'elle écoute, très TF1, très énergie, elle écoutait Shaim. Si je vous raconte cette anecdote, c'est pour vous montrer qu'elle ne touchait pas seulement un public jeune ou les amateurs de R&B, elle avait déjà un profil généraliste que d'autres chanteuses R&B n'avaient pas, et qui a grandement joué en sa faveur pour la suite de sa carrière. L'impact en termes de chiffres et de grande popularité va arriver un petit peu plus tard. Petit rappel du contexte, à la fin des années 2000, le R&B n'est plus vraiment dans les tendances en France. Tous les artistes R&B qu'on connaissait sont obligés de changer de voix pour continuer d'exister dans le paysage musical. Les rares qui osent rester dans le R&B voient leur projet être boudé. Matt Pokora par exemple, qui avait voulu frapper fort en collaborant avec Timbaland,
voit son projet passer inaperçu. Amel Bent, elle, se tourne vers la variété française pour continuer à exister sur la scène musicale. Dans ce climat de changement et face à un public moins axé sur l'urbain, Shaim va elle aussi devoir s'adapter. Et ce changement de direction artistique va amener une autre dimension à sa carrière. Elle entame un virage pop qu'elle avait déjà commencé à entreprendre en 2008 et qui va s'affirmer encore plus avec des chansons qui sont vraiment très calibrées pour les radios. On est désormais en 2010, le paysage musical français et mondial est en pleine mutation, les influences pop et électro-américaines dominent les charts, Shaim, qui est une jeune femme de 25 ans, évolue elle aussi, son style vestimentaire change, finit les baggy et place une image plus féminine et moderne, qui reflète sa maturité et sa nouvelle direction artistique. Pour son troisième album qui s'appelle Prendre l'air, Shaim prend un virage plus solaire, avec des sonorités dansantes et des mélodies qui restent en tête, et l'album est rempli de hits. Les 4 premiers titres qu'on entend sur l'album seront les 4 premiers singles qui vont sortir entre mars 2010 et juillet 2011. Shaim aura une énorme présence musicale avec cet album qui sera d'ailleurs le plus gros succès de sa carrière. Cette popularité entraîne une diffusion plus large sur des médias grand public. Elle intègre également la troupe des Enfoirés, ce qui élargit son audience. Mais ce qui va la faire véritablement monter en visibilité, c'est sa participation à Danse avec les stars. Ce choix est une stratégie très efficace parce qu'il va la placer pendant plusieurs semaines dans le Salon des Français. Ils vont pouvoir ainsi découvrir un peu plus la femme derrière l'artiste. L'émission, diffusée pour la première fois en France 8 mois plus tôt, avait déjà fait un carton d'audience et avait permis à Matt Pokora de relancer sa carrière en touchant un public plus large, notamment les plus de 40 ans, les mamans et les grands-mères. Des spectateurs qu'il n'aurait pas forcément suivis à l'époque où il était sous baggy et casquette à l'envers. Et comme Matt Pokora, Shaim va se démarquer dès les premiers primes grâce à ses talents de danseuse. Elle remporte l'émission et cette exposition la place au rang d'artiste populaire en France. Elle en profite alors pour sortir une réédition de son album, incluant de nouveaux titres, dont la chanson En apesanteur qui est une reprise de Calogero, et l'album rencontre un énorme succès. Il obtient un triple disque de platine avec 350 000 ventes, et encore une fois on peut faire le parallèle avec Matt Pokora parce que lui aussi quand il est sorti de Danse avec les stars, il a fait une reprise de la chanson de Jean-Jacques Goldman À nos actes manqués, et ça lui a permis de s'installer durablement dans les esprits des Français. Je fais beaucoup de parallèles avec Matt Pokora parce que pour moi, Shaim est littéralement son équivalent français. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que leurs carrières sont vraiment très similaires, d'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi ils n'avaient pas collaboré ensemble. Et au début des années 2010, Shaim fait partie de cette nouvelle génération de chanteurs-performeurs qui plaisent à un public adolescent, et elle obtient une exposition et une notoriété beaucoup plus importante qui lui permet de construire une fanbase assez solide, des fans qui vont jouer un rôle clé dans sa carrière. Je fais encore une fois un parallèle avec Matt Pokora, mais ils avaient tous les deux une grosse base fan assez solide, qui est toujours d'actualité aujourd'hui, mais c'était des fans qui se mobilisaient en masse pour voter lors des cérémonies, qui étaient également très présents sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, et qui indirectement faisait la promotion de l'artiste. Et Shaim rencontre pour la première fois son public en 2012 lors de sa première tournée. Elle, qui était très timide et qui n'était pas à l'aise sur scène, va se lancer dans cette aventure assez ambitieuse qui va durer près de 2 ans. Donc à ce moment-là, on entre vraiment dans le pic de la carrière de Shaim, et pour continuer de surfer sur ce succès, Shaim enchaîne très vite avec son 4e album, Caméléon, qui sort à l'été 2012. Pour vous montrer à quel point elle était omniprésente et pourquoi aujourd'hui on a l'impression qu'elle a vraiment marqué les années 2010, le rythme de sortie de ses musiques était hyper intense. De mars 2010 à mai 2013, Shaim sortait des singles à un rythme d'environ tous les 3 mois, avec un écart maximum de 6 mois entre le dernier single d'un album et le premier du suivant. Et ça sans compter toutes les apparitions médiatiques qu'elle faisait, parce qu'elle a fait partie du jury de Danse avec les stars, elle a fait des albums collaboratifs pour Les Enfoirés, pour Jean-Jacques Goldman. Pendant au moins 3 ans, le public voyait et entendait Shaim quasiment tout le temps. Et si vous avez vu ma vidéo sur Rihanna, bah vous le savez, c'est la même stratégie qu'elle a utilisée durant les années 2010, une énorme surexposition qui à force va peut-être même un petit peu lasser les gens. Avec la sortie de son 4e album en 2012, Caméléon, qui va aussi connaître un très gros succès, son image évolue à nouveau. Mais cet album marque aussi le début de plusieurs changements, certains voulus par Shaim et d'autres qui à mon avis lui ont été un petit peu imposés. Et pour cette vidéo, j'ai vraiment pas mal décortiqué la carrière de Shaim et selon moi, il y a 4 éléments qui petit à petit ont contribué à l'essoufflement de sa carrière.
Shaim va adopter avec ce nouvel album un personnage un petit peu plus extravagant. Un personnage qui était à l'opposé total de la jeune chanteuse timide que l'on avait découverte à ses débuts. Et avec le premier single de l'album, Et alors, Shaim signe l'un des plus grands succès de sa carrière et surfe sur le scandale provoqué par sa tenue lors des Energy Music Awards de 2012. Elle portait la fameuse robe bustier Franck Sorbier, particulièrement transparente et moulante, et ça a affolé les réseaux sociaux. Et c'est avec cet album que Shaim va connaître ses premières polémiques. On lui reproche de porter des tenues trop osées, des chorégraphies et des clips jugés trop suggestifs, et le clip de son deuxième single, On se fout de nous, sera d'ailleurs censuré pendant quelques jours sur YouTube. Shaim suit en France une trajectoire qui est proche de celle des plus grosses pop stars américaines comme Britney Spears ou Madonna, ou en France comme Mylène Farmer. Elle n'a pas peur de prendre position, de provoquer, de créer le débat, sauf qu'en France, c'est un pari qui est très risqué, car le public et les médias attendent souvent une image très lisse, surtout pour les artistes féminines. Et le meilleur moyen d'être aimé de tout le monde, c'est de ne jamais prendre position, de rester neutre, de ne jamais faire de vagues, sauf que Shaim, qui jusqu'ici avait réussi à capter la sympathie du grand public, ne va pas du tout suivre cette logique, parce que c'est avant tout une artiste qui a des convictions, et qui va vouloir les défendre à travers son art pour passer des messages. En 2013, alors que la France est en plein débat sur le mariage pour tous, et à la veille de grandes manifestations contre cette loi, c'est contre nature. Shaim affiche clairement sa position lors d'une performance en direct aux Energy Music Awards. Elle apparaît en robe de mariée, perchée au sommet d'une pièce montée, décorée aux couleurs du drapeau LGBT, et on peut ensuite la voir embrasser une de ses danseuses à la fin de la performance. Ce choix lui permet, à l'instar de Mylène Farmer, de capter l'attention du public LGBT. Elle va créer un lien avec eux, que ça soit dans ses chansons ou encore aujourd'hui en 2025 en tant que jurée de Drag Race France. Mais cette prise de position lui vaut de nombreux boycotts et des réactions très virulentes sur les réseaux sociaux. Le mariage pour tous étant à l'époque un sujet extrêmement clivant. L'année 2014 marque un nouveau tournant pour Shaim avec la sortie de son 5e album, Solitaire, et encore une fois on va encore avoir le droit à une nouvelle polémique. Le clip du premier single va pas mal choquer, on y voit la chanteuse dans des positions suggestives, affichant une image plus séductrice, et c'est également un style qu'elle aborde sur son Instagram. Cette provocation assumée se retrouve aussi lors des prestations scéniques qu'elle fait à la télé, et une en particulier fait parler d'elle, encore lors des Energy Music Awards, lorsqu'elle interprète le titre L'effet de serre. Elle est habillée en lingerie blanche, elle chante sur un lit, d'abord seule, avant d'être rejointe par plusieurs danseurs masculins, qui sont pas trop vêtus non plus. C'est un tableau qu'elle va reprendre sur quelques plateaux télé, mais qui va rapidement être interrompu. On sent qu'elle cherche à s'inspirer d'autres artistes féminines qui sont un petit peu dans cette direction aussi, comme Lady Gaga ou Rihanna, sauf qu'en France, ce virage ne plaît pas du tout. Le public ne comprend pas pourquoi Shaim, qui était si discrète au début de sa carrière, devient de plus en plus extravagante, et choisit d'assumer pleinement sa féminité sur scène et en musique. Les médias et les réseaux sociaux entament alors un traitement assez virulent et injuste envers la chanteuse, qui va marquer une période assez délicate dans sa carrière. En voulant s'extraire des cases et affirmer sa personnalité, Shaim subit un traitement médiatique qui n'est pas sans rappeler celui qu'a connu une artiste pionnière en France, Mylène Farmer, et elle devient à son tour rapidement une cible pour les médias. Lorsqu'elle faisait la promotion de ses albums, certains journalistes adoptaient un ton assez sexiste ou moqueur, ce qui l'empêchait d'être prise au sérieux et d'être entendue sur le vrai message de sa musique. Et alors c'est vrai que là, pour annoncer la sortie, vous avez notamment fait une vidéo qu'on a vue sur Twitter, sur Instagram, où vous êtes avec vos gambettes à l'air, et je me suis dit, mais est-ce qu'elle a vraiment envie de faire ça? Est-ce qu'elle le sent? Est-ce que c'est juste de la provoque? Ou est-ce qu'on est obligé de faire ça, quoi? Et pourquoi vous êtes dit ça? Parce que je suis un vieux con. Parce que je suis un vieux con. D'accord. Non, mais c'est une réponse. Non, mais sérieusement, on a le sentiment que c'est pas nécessaire. Shaim reviendra d'ailleurs sur cette période dans son dernier album en date sorti en 2019. Dans le titre du Mal, elle confie: j'aurais préféré finir aphone que faire la promotion que j'ai faite sur certains albums. Shaim a également subi des vagues de haine sur les réseaux sociaux pendant plusieurs années, où certains n'hésitaient pas à l'attaquer pour tout et pour rien. Et la plus célèbre de ces attaques survient en 2015, lorsque Shaim devient la risée de tout le pays. À la suite des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, l'état d'urgence est déclaré et tous les concerts en France sont annulés. Le 17 novembre 2015, soit 4 jours après les attentats, Shaim devient la première chanteuse en France à faire un concert. C'est un choix qui est très courageux, d'autant plus que la salle de l'Accor Arena n'était pas remplie comme elle devait à ce moment-là, probablement à cause du traumatisme lié aux événements du Bataclan, et lors de ces 2 soirées, elle rend hommage aux victimes à plusieurs reprises, avec notamment une minute de silence, et en chantant la Marseillaise avec le public. Et vers la fin de la première date, prise dans l'effervescence du concert, elle décide de se jeter dans le public. Et comme il n'y avait pas beaucoup de spectateurs, elle a été récupérée très bas. Et cet instant filmé va rapidement devenir viral. C'était en 2015 et je suis allé voir Shaim à Bercy. Et c'est toi. Je vous raconte la vraie histoire. Shaim, Tamara,
Si tu me regardes, je suis désolé. C'était un des premiers concerts post-Ata, etc. Ouais, quelques jours après, je Ouais, crois. et puis la salle était quasiment vide. Je pense qu'on était 3000 à Bercy. Mais elle avait quand même tenu à faire ce concert. Et pour elle, c'était hyper important. Et en fait, vous connaissez la suite, hein. Elle fait son grand tube qui est Et alors, et elle veut faire un espèce de saut dans la foule. Et en fait, elle est rattrapée assez bas, en fait, voilà. Ah, elle est rattrapée quand même, on Alors, est rassuré parce que pour moi, elle était Et en vrai, j'avais oublié ce moment-là. Et j'ai un pote à moi qui était en regardant, il me fait: t'as filmé quand elle a sauté, c'était trop bizarre. Et je prends le morceau de la vidéo et je le coupe vraiment quand elle tombe et que la lumière s'éteint. Et je le mets sur Twitter. Je dis: oh, regardez, Shaim, elle a fait son retour sur scène et elle a sauté dans la foule. sans intention de nuire. Vraiment. Et je vais me coucher, je mets en mode avion. Je me réveille le matin, j'ai 300 retweets. Et en fait, ça commence à prendre. Ça va sur le Huffington Post, ça va sur Voici, ça va C'était sur partout. machin. Le soir, c'est dans Touche pas à mon poste, c'est dans Quotidien, c'est dans truc. Et en fait, la vidéo est devenue virale et c'est moi qui l'ai filmée. Les gens se moquent d'elle, insinuant qu'elle n'avait pas assez de fans pour la rattraper, et encore aujourd'hui, 10 ans après l'événement, Shaim doit encore se justifier sur le fait que la salle était quasi vide parce que c'était le premier concert post-attentat, et qu'elle s'est pas écrasée par terre, mais qu'elle a bien été rattrapée très bas par le public, mais que ça ne se voit pas sur la vidéo. En plus des moqueries et du traitement médiatique, il y a aussi beaucoup de personnes qui vont critiquer Shaim sur son manque d'aspiration et sur l'univers de ses albums. Ils vont juger que la chanteuse a été trop influencée par d'autres artistes. Le fait que Shaim n'ait pas d'univers musical clairement défini et qu'elle ait tendance à suivre les tendances du moment donne parfois l'impression qu'elle a été façonnée pour correspondre à ce qui se vendait. Et je vais pas vous mentir, quand j'étais ado, c'était un petit peu mon ressenti. J'ai jamais été très fan de la musique de Shaim, à part peut-être 2 singles sur l'album Caméléon que je trouve magnifique. Puisqu'on se fout de nous, puisqu'on se fout de tout de nous, puisqu'on n'a plus rien à se dire à part bonjour, bonsoir, chérie. Et si, seulement si, tout était pour la vie. Mais ce que je ressentais surtout, c'est que ces albums semblaient être une adaptation de la pop américaine, avec des inspirations trop flagrantes et pas d'identité propre. Et quand je vous dis que pour moi, Shaim est la version féminine de Matt Pokora, c'est parce que on peut leur faire le même reproche aux deux. Je trouve que c'est des artistes qui ne se rangent pas vraiment dans des cases et qu'ils sont facilement modelables pour s'insérer dans n'importe quel style, du moment que ça se vend. Shaim, à ce moment-là, était sous contrat avec Warner, et il est possible qu'elle n'ait pas eu le choix et la liberté qu'elle voulait dans le choix de ses morceaux ou dans sa direction musicale. Ce qui est d'ailleurs très similaire au parcours de la chanteuse Tal, qui quelques années plus tard s'est également plainte du manque de liberté créative au sein de sa maison de disques. Donc peut-être que la plupart de ses choix musicaux ne dépendaient pas que de Shaim. Elle fera d'ailleurs face à plusieurs accusations de plagiat. La chanteuse Isa Ferrer l'accuse notamment d'avoir repris certains éléments graphiques. Selon elle, au moins 3 pochettes de Shaim présentaient des similitudes avec les siennes. Elle reproche aussi à Shaim d'avoir choisi pour une de ses tournées un nom que Isa Ferrer avait elle aussi utilisé plusieurs années auparavant. Le chanteur et danseur Zach, que j'évoquais déjà dans ma vidéo sur Sheriff Aluna, va lui aussi accuser Shaim de plagiat pour le clip de son single Et alors. Shaim niera bien évidemment les 2 accusations. Le manque de cohérence artistique de Shaim va s'accentuer avec les années. En 2017, elle sort l'album Hero, dont le premier single, Mayday, en duo avec le rappeur américain Kid Ink, montre une volonté de revenir vers la musique urbaine. Sauf que le premier single ne va pas du tout être bien reçu par le public et les critiques. L'album sera donc partiellement réenregistré pour changer de direction artistique, et le deuxième single, qui sera une ballade, contrastera fortement avec le premier single. Pour promouvoir cet album, Shaim fait ses premiers pas en tant qu'animatrice télé. Elle animera l'émission La Nouvelle Star, sauf que malheureusement, les audiences sont décevantes, et M6 décide d'écourter le programme. Elle part ensuite en tournée, mais face aux faibles ventes de l'album, seulement 30 000 exemplaires vendus, certaines dates seront annulées faute de demande. Les chiffres sont un petit peu choquants quand on pense que 5 ans auparavant, elle vendait plus de 300 000 exemplaires. À ce moment-là, on peut vraiment dire que la chanteuse est en perte de vitesse dans sa carrière. En 2019, Shaim décide de renouer à nouveau avec ses racines R&B et hip-hop, avec ce qui est, à mon avis, son meilleur album, Agapé, et pourtant, une nouvelle fois, l'album n'est pas très bien accueilli par le public. Dans le premier single, elle dit « Tu veux mon cul, va faire la queue derrière Damso », c'est une petite réponse subtile au rappeur qui avait tenu des propos pas très élogieux sur la chanteuse dans une de ses chansons. Je me souviens notamment de moqueries sur Twitter lorsque la chanson est sortie, parce qu'elle citait Damso dedans et les gens pensaient que c'était une diss track, ou en tout cas c'était fait pour faire du buzz sur sa carrière, alors qu'en réalité le single parle de choses très personnelles et elle se livre sans filtre dedans. Elle dit notamment « J'ai peur que ceux qui m'aiment un jour m'oublient, j'ai connu, vécu ça depuis l'enfance, m'envoler puis chuter comme à Bercy, derrière mes sons je ne trouve plus les mots, tout le monde attend de moi tellement d'efforts, pour de la thune, j'ai perdu de l'ego, trop peu d'options quand la pression est forte ». Et pour la première fois de sa carrière, cet album n'est pas produit par Camaro. Shaim collabore avec plusieurs beaux noms de la musique, Chilla,
Joker, l'Algérino, VG Dream, Kaina Samet et Youssoupha et Kemler avec qui elle va faire un duo de presque 9 minutes. J'ai l'impression que dans cette chanson, elle livre tous les combats qu'elle a pu vivre dans sa vie et qu'en tout cas elle n'avait jamais mentionné auparavant, notamment la dépression, la difficulté pour faire un enfant. C'est une chanson qui est très poignante et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup cet album, parce que j'ai l'impression que pour la première fois, elle se livre très sincèrement sur un projet. En voulant s'affirmer dans ce retour dans la musique urbaine, elle pousse l'expérience plus loin avec un feat inattendu avec Lorenzo et une reprise du classique simple et funky d'Alliance Ethnique. Et malgré une vraie direction artistique et une promo qui est très poussée pour cet album, Agapé ne va pas rencontrer le succès attendu. L'album se vend à seulement 15 000 ventes. C'était un virage radical auquel son public n'avait pas forcément été préparé et qui, d'un point de vue extérieur, peut faire penser qu'encore une fois, elle surfe sur le style musical du moment. Shy'm a toujours été une artiste assez éclectique, mais c'est vrai qu'à force de changer de style, son public a eu du mal à s'adapter et a forcément été un petit peu déstabilisé. Les personnes qui l'écoutaient pour sa musique R&B en 2006 ont vieilli et n'allaient pas forcément écouter un feat avec Lorenzo, et quant au public plus jeune qu'elle visait certainement, peut-être qu'il préférait écouter des artistes de la nouvelle génération comme Aya Nakamura ou Shai. Son public, majoritairement composé d'adolescentes à ses débuts et durant les années 2010, n'a pas toujours très bien compris ses choix artistiques, notamment les singles choisis pour représenter ses albums. Beaucoup ont donc fini par se lasser en grandissant, chose qui est totalement normale. C'est difficile de fidéliser un public qui évolue avec l'âge, qui grandit en même temps que l'artiste, surtout quand d'autres artistes arrivés entre-temps captent davantage l'attention. Et pour beaucoup, Shy'm est donc resté un souvenir d'adolescence sans qu'il continue à suivre ses nouvelles musiques. Mais aujourd'hui, elle peut toujours continuer de compter sur son noyau de fans solides, des fans qui sont très fidèles et très actifs sur les réseaux sociaux, notamment TikTok aujourd'hui. Certains la suivent depuis ses débuts et sont toujours très présents pour la soutenir et pour relayer son actualité. Et comme beaucoup d'artistes qui n'arrivent plus à perdurer uniquement dans la musique, Shy'm s'est essayé à d'autres activités comme le cinéma, la comédie, la télévision, et depuis 2017, beaucoup de gens pensent d'ailleurs qu'elle ne fait plus de musique. Et en vrai, ça peut se comprendre parce que je trouve que certaines de ses décisions sont un petit peu incompréhensibles. Les derniers singles en date sont sortis en 2020 pour annoncer sa grossesse, puis en 2022, ce qui aurait pu laisser croire qu'elle reviendrait avec un nouvel album, mais ça n'a pas été le cas. Et à vrai dire, son actualité n'est pas vraiment mise en avant par les médias, c'est surtout ses fans fidèles qui relaient beaucoup son actualité sur les réseaux sociaux. Elle a joué dans un film en 2024, elle a fait plusieurs dates de festivals cette année, ainsi qu'une apparition dans le jury de Drag Race France. Drag Race France, c'est dur à dire. Elle s'apprête à revenir en novembre dans une comédie musicale, et surtout à faire son grand retour en 2026 pour fêter ses 20 ans de carrière. Peu importe ses choix de carrière, Shy'm reste pour beaucoup de gens de ma génération qui étaient ados dans les années 2010, une icône. Aujourd'hui, je vois de plus en plus de gens sur les réseaux sociaux qui se rendent compte de l'impact qu'elle a eu à ce moment-là, et qui se rendent surtout compte que le traitement médiatique qui a été fait à son égard a peut-être été un petit peu trop disproportionné par rapport à la situation. Quand on regarde ses prestations scéniques avec du recul, c'est pas si choquant que ça va, on a vu pire. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes streamer ses anciennes musiques, et honnêtement, je suis content de voir que beaucoup réalisent aujourd'hui à quel point c'était précieux d'avoir ça en France. Shy'm était l'une des rares chanteuses à être autant dans la performance et à apporter un show un petit peu à l'américaine. Les fans de Mylène Farmer, ne m'attaquez pas s'il vous plaît, évidemment qu'elle reste la reine sur ce sujet, il n'y a aucun débat. Dites-moi dans les commentaires quelle serait selon vous la meilleure stratégie pour le comeback de Shy'm. De mon côté, je pense qu'elle a accumulé en 20 ans de carrière un catalogue impressionnant de hits, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et ces hits réunissent en plus de ça plusieurs générations. Les amateurs de R&B dans les années 2000, les ados ou enfants des années 2010 et les mamans ou grand-mères d'aujourd'hui qui connaissent ces titres les plus populaires. Je trouve que ça serait pas bête de faire une tournée spéciale 20 ans où elle chante tous ces hits les plus connus pour rendre les gens un petit peu nostalgiques, et d'ailleurs c'est exactement ce que fait Laurie en 2026. Elle va faire une tournée des Zéniths et c'est complet depuis plusieurs mois. Et un autre truc qui serait pas bête à faire, c'est faire un documentaire sur sa vie, parce que je pense pas que les gens soient au courant de ce qu'elle a pu traverser ces dernières années, et même de revoir un petit peu tout le traitement médiatique qu'elle a subi et qui était un petit peu trop banalisé dans les années 2010. Je pense que pour retrouver la sympathie des gens, faut qu'ils te découvrent et qu'ils te comprennent surtout. Les amis, on est sur la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, à la partager, à commenter, à participer au Tipeee. Je vous mets le lien dans le commentaire épinglé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.